Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine C'est votre santé. Comme chaque jeudi, on prend soin de vous, de votre santé. Elle peut survenir n'importe où, n'importe quand. La migraine, nous sommes 10 millions à en souffrir en France. Des patients souvent désarmés face à la douleur. Alors quelles en sont les origines? Est-ce que c'est une fatalité? L'éclairage de notre invité ce soir, le docteur Christian Lucas, neurologue au CHU de Lille, mais aussi président de la Société française d'études des migraines et céphalées. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et je vous propose tout de suite de commencer par quelques chiffres. On compte 12 à 21% des adultes touchés par la migraine, qui touche 3 à 4 fois plus les femmes que les hommes. Et ça n'épargne pas les petits, nos enfants. 5 à 10% sont concernés, autant de garçons que de filles. Alors on réagit peut-être à ces chiffres. Tout d'abord, les femmes qui sont plus touchées. Oui. Comment on l'explique ça ? Alors c'est simple, donc on verra ensemble, mais la migraine est d'origine génétique. On en est à 131 gènes de prédisposition. Donc ces gènes peuvent s'exprimer très tôt, dès l'enfance. Cela explique que des enfants soient touchés. Aussi, oui. Et bien sûr, cette maladie est évolutive et il peut y avoir des facteurs déclenchants, dont certains facteurs hormonaux, notamment les variations œstrogéniques. Et les hommes ont beaucoup moins d'oestrogènes, bien évidemment, que les femmes, ce qui explique la surreprésentation féminine après la puberté. Alors la migraine, on va essayer de la comprendre ensemble grâce à vous. Qu'est-ce qui se passe en fait dans le cerveau, si on vulgarise un petit peu? Alors vous avez raison Marie, il y a énormément de mythes et de préjugés vis-à-vis de la migraine. Le cou, le foie, les yeux, la tumeur cérébrale et tutti quanti. Donc la migraine, comme je viens de le dire, est d'origine génétique. Ces gènes font que nous, les migraineux, je me mets dedans puisque je suis migraineux. Vous faites partie des 12 à 21%. Voilà, nous fabriquons un petit peu moins de sérotonine, qui est un neurotransmetteur qui règle le calibre des artères, le sommeil et l'anxiété. C'est pour ça qu'il y a un peu plus de migraineux que la population générale qui ont des traits anxieux ou des troubles du sommeil. Et nous fabriquons un peu trop, de glutamate. Le glutamate, c'est un excitateur cérébral. Donc, le cerveau des migraineux est un peu hyper excitable. Et donc, on va être très sensible aux variations, ce qui explique les facteurs déclenchants. Plus de stress ou la levée de stress, plus de sommeil, moins de sommeil, un repas gras, une hypoglycémie, toutes ces variations qui vont moduler un seuil génétiquement déterminé. Et il y a plusieurs types de douleurs? Oui, alors il y a plusieurs types de crises, de douleurs aussi. Bien sûr, la migraine, il faut retenir que c'est une maladie fluctuante, capricieuse. On ne fait pas forcément les mêmes types de crises à 20 ans qu'à 50. Et on peut avoir des accalmies, on peut avoir des périodes évolutives. Il y a deux grands types de crises. Les crises dites sans aura, c'est la majorité des crises, 85%, où donc, les patients ont des maux de tête caractérisés par au moins 2 des 4 symptômes suivants. Des maux de tête plutôt d'un côté, mais ce n'est pas absolu, ça peut être des deux côtés. Plutôt battante, ça cogne comme un cœur dans la tête, d'intensité modérée à sévère. Donc en fait, il y a une gêne. Les gens modérés, on est gênés, on est obligé de se forcer. Sévère, on ne peut plus rien faire. Cela peut augmenter aux efforts physiques. Et la migraine n'est pas résumée aux maux de tête. Il y a au moins un des deux signes suivants. Gêne à la lumière, au bruit, c'est ce qu'on dit, pendant la crise, tout à fait. On veut rester dans le noir, sans bruit, c'est souvent pour les migraineux les plus sévères, tout à fait. Il peut y avoir aussi des troubles digestifs, nausées. Un quart des migraineux ont des nausées et 10% vomissent. Ah oui, ça c'est sévère. Oui, parce que si vous êtes couché dans le noir en train de vomir, c'est pas très fun, effectivement. Et à partir de quand on parle de chronique, de migraine chronique? Vraiment, je suis migraineux toute l'année. Tout à fait. Alors, il ne faut pas confondre. La migraine est une pathologie chronique puisque ça évolue pendant une grande période de la vie. Mais la migraine chronique, c'est une définition médicale bien précise. Il faut avoir des maux de tête plus de 15 jours par mois, depuis plus de 3 mois, et au moins 8 crises de migraine sur ces 15 jours de maux de tête. Ça fait beaucoup, ça, disons. Ça fait beaucoup, mais moi, par exemple, moi je soigne des patients, à peu près 40-50%, qui ont 20 à 25 jours de migraine par mois. Donc leur vie est un enfer. Mais ça reste rare quand même, rassurez-nous. Non, alors c'est pas si rare que ça. Alors les migraineux dits épisodiques avec des crises une fois de temps en temps, c'est à peu près 3/4 des migraineux. Et ceux-là, en général, peuvent être tout à fait bien gérés et efficacement par leur médecin généraliste, qui est l'acteur de première ligne. Mais il y a à peu près 1/4 des migraineux qui ont des crises fréquentes, invalidantes. Alors, pas forcément un migraine chronique, mais si vous avez 6 crises par mois sévères, bien sûr, c'est handicapant. Où là, il faut avoir recours à un traitement de
prévention de la migraine. Alors, pour ceux qui nous écoutent, justement, qui se reconnaissent dans tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On se rapproche d'abord de son médecin traitant, parce qu'on ne va pas vous voir, vous, neurologue, en premier lieu. Les jours et les nuits n'y suffiraient pas. Donc, vu la prévalence de la migraine, l'acteur médical de première ligne est et restera le médecin généraliste. Et le médecin généraliste a un certain nombre d'armes, donc est formé normalement. Et donc, s'il est empathique et qu'il prend en charge efficacement ses patients, il pourra en service à, je ne sais pas, 7, 8, 10 migraines, enfin 8 donc migraines on a un médicament, un traitement. Tout à fait, il y a des traitements tout à fait possibles. Si le médecin généraliste n'arrive pas à gérer les choses, le référent est le neurologue, qui est le spécialiste du cerveau. Donc il y a des neurologues un peu partout, donc bien sûr dans la région. On est plutôt bien lotis de ce côté-là, ça va? On est mieux lotis que d'autres régions, oui, puisque on est quand même une grosse région assez urbanisée. Et en cas d'échec, il y a des centres experts. Vous, par exemple, vous suivez combien de patients au quotidien, par mois, et à partir de quel degré? Alors, personnellement, je vois à peu près 170 patients en consultation, puisque j'ai d'autres activités de recherche, de soins hospitaliers, etc. Oui, tout à fait. En consultation, je vois 170 patients par mois, donc à peu près 20-25% de nouveaux et 3/4 d'anciens, puisque il faut assurer le suivi. Alors, le registre est très large, donc tous les patients sont référés par leur médecin généraliste ou des neurologues ou des ORL ou des gynécos, bien évidemment. Et le spectre est très très large, mais à peu près 40-50%, ce sont vraiment des migraineux en migraine chronique, comme je l'ai cité tout à l'heure. Et la prise en charge, quelle est-elle, du coup? Alors, la prise en charge, donc il y a beaucoup d'explications à fournir, puisque vous avez compris qu'il y a beaucoup de mythes et de préjugés. Donc, bien faire comprendre aux patients que c'est une véritable maladie, donc d'origine neurologique et génétique. Et donc, il faut un traitement de prévention, puisque usuellement, les patients soit n'en ont pas eu, soit pas les bons. Il faut aussi éviter la surconsommation d'antalgiques, parce que beaucoup de Français et de Françaises qui ont beaucoup de crises consomment ou surconsomment des antalgiques, du paracétamol, des anti-inflammatoires, des triptans, etc. Et c'est pas bon, ça? Alors non, ce n'est pas bon, parce que c'est comme un asthmatique. Un asthmatique sévère, on ne va pas lui dire de prendre de la ventoline tous les jours. Et bien là, c'est la même chose. Un migraineux sévère qui prend trop de médicaments antidouleurs, ça abaisse paradoxalement le seuil de la douleur et ça chronicise la situation. Donc ça va être pire que mieux, quoi. Ça fait pire que mieux, tout à fait. Et donc comment on la soigne alors, cette migraine? Est-ce que, je vous disais en introduction, est-ce que c'est une fatalité? Est-ce qu'on Non, vit avec alors non, toute la c'est vie? loin d'être une fatalité. Alors on a beaucoup de traitements de prévention à prendre journalièrement. Le but de ces traitements de prévention est de diminuer d'au moins 50% la fréquence des crises. Ouais. Alors ça ne marche pas du jour au lendemain, il faut 2 à 3 mois avant que ça évolue. Donc on demande aux patients de tenir un agenda des crises pour objectiver l'amélioration. Usuellement les crises sont moins sévères, en clair pour que ça devienne vivable. Oui, parce que les conséquences, j'imagine que vous en parlez avec vos patients, ça a des conséquences sur le travail, sur la vie de famille. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Il y a des témoignages qui doivent vous... Bien sûr. Donc sur la vie sociale, professionnelle, estudiantine, il y a des étudiants qui renoncent à certaines carrières à cause de migraines sévères. Il y a des gens qui sont en arrêt de travail ou avec des problèmes de moins de productivité. Donc effectivement, la migraine est importante à prendre au plan médical, mais on sous-estime les conséquences médico-économique, social, familial, etc. de la maladie migraineuse sévère. Alors on en parlait dans l'introduction, les enfants. On a une question justement de téléspectateurs. C'est Ludmila de Roubaix qui dit: mon enfant de 10 ans a souvent mal à la tête. Est-ce que la migraine infantile existe? La réponse est donc oui, bien évidemment. Est-ce que ça c'est sous-estimé pour nous, pour les parents? C'est encore plus sous-estimé chez les enfants que chez les adultes, puisque les crises de l'enfant sont un peu différentes de celles de l'adulte. Elles sont plus courtes, 1 à 24 heures. Il y a souvent une pâleur inaugurale du visage, ils sont tout blancs. Les troubles digestifs sont au premier plan. Papa, maman, j'ai envie de vomir. T'as pas mal à la tête? Si, mais j'ai fort envie de vomir. Le sommeil a un effet thérapeutique. Un enfant, vous le mettez couché et une demi-heure après, il n'y paraît plus. Et donc, on peut négliger ce diagnostic. Mais il faut interroger les parents. Souvent, un des parents est migraineux. Ah, donc généralement, c'est quand même héréditaire. Oui, bien sûr, comme je le mentionnais, c'est génétique, tout à fait. Donc on reste, c'est quoi le premier conseil donc pour les parents? On reste attentif si ça se représente plusieurs fois dans le mois? Oui, des crises stéréotypées, comme je viens de le mentionner, donc il faut consulter, parce que bien sûr, il y a des diagnostics différentiels, il faut bien sûr que ça soit validé par un médecin, mais donc si on est dans le cadre de la migraine infantile se traite également. Il y a des traitements, bien sûr, de crise, et puis, comme mentionné, beaucoup de migraineux ont des traits anxieux
anxieux, puisqu'il y a des gènes communs migraine-anxiété. Donc ça, c'est vrai pour tous les patients, pas uniquement les enfants. Avoir une activité exutoire. Donc j'entends très souvent, je leur demande, en dehors de votre travail et vos enfants, est-ce que vous avez une activité pour vous une fois par semaine? Ah non, docteur, je n'ai pas le temps. Non, il faut s'occuper de soi. Et par exemple, l'activité physique régulière, le sport, a un effet préventif. Ça nous aide. Et est-ce qu'il faut éviter certains ennemis, entre guillemets, comme des pièces surchauffées, certains aliments ou pas? Ou ça, c'est encore des idées reçues? Non, alors donc vous avez compris qu'on a un seuil migrainogène génétiquement déterminé bas. On va être sensible aux variations. Donc, il faut éviter en clair les variations. Donc, éviter l'excès de stress ou la levée de stress, ça, c'est très difficile. Oui, on ne se contrôle pas. Mais par exemple, le sommeil, une bonne hygiène de sommeil, donc avoir des heures de coucher régulières et ne pas faire la grasse matinée le week-end, par exemple, ou faire la fiesta jusqu'à 2-3 heures du matin. Certains migraineux sont très sensibles à l'alcool. Pas tous, mais certains migraineux sont très sensibles à l'alcool, surtout les alcools avec les sulfites. Éviter le sevrage de caféine aussi. Des gens qui carburent au café 5, 6, 7 tasses dans la semaine et qui ont donc un sevrage involontaire le week-end. Voilà. Et donc aussi il y a des facteurs protecteurs, comme je viens de le mentionner, essayer d'avoir des activités exutoires. Merci beaucoup pour tous ces bons conseils, Christian Lucas, donc neurologue au CHU de Lille, pour être venu nous parler donc de la migraine. On voit un sujet important. Merci à vous. Merci à tous. Oui. On se retrouve bien sûr demain pour la suite de vos magazines avec le Top Sortie comme chaque vendredi. Et nous reviendrons sur l'expérience Goya, l'exposition à voir à partir de ce week-end.